Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission internationale avec RFI et le journal Le Monde. Très heureuse de vous retrouver. Dans 15 jours, l'Italie se rendra aux urnes pour élire un nouveau Parlement. Mais pour quel résultat dans un pays où populisme et eurosceptisme gagnent? Il y a 2 semaines, un jeune néofasciste tirait sur des migrants dans la ville de Macerata, au nord-est du pays, faisant 6 blessés. Alors, où va l'Italie? Cécile Kyenge, eurodéputée social-démocrate italienne, est l'invitée d'International. Pour ouvrir ce magazine, notre rubrique instantanée, voici l'extrait d'un documentaire Un Paese di Calabria, sorti il y a 1 an. Il raconte l'histoire de Riace, village de Calabre. Un jour, un bateau de migrants s'échoue sur la plage, à son bord 200 Kurdes. Accueillis par les villageois, ils vont faire revivre ce village, victime d'un exode massif, rural, et malgré les menaces de la mafia du coin. Juste là, le bateau a touché terre. L'histoire de Riace commence avec notre bateau. Personne ne s'est occupé de ces maisons. C'était à l'abandon depuis 20 ou 30 ans. Riace a refleuri. Riace est revenu à la vie. Mon fils et son extravagance. 10 Kurdes. À peine débarqués, il me les amène à la maison. Bonjour, Cécile Kyenge. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va revenir tout à l'heure sur votre itinéraire, sur la situation politique en Italie et sur les menaces racistes, de mort, de viol que vous subissez dans ce pays. Mais à votre arrivée, il y a 35 ans en Italie, à l'image de ce documentaire, c'est ce village de l'Italie, ce visage de l'Italie que vous découvrez aussi, l'hospitalité, la générosité. Durant vos études, nous sommes dans les années 80, une famille de Calabre va se tenir à vos côtés. Racontez-nous. Oui, exactement, puisque déjà, ce petit extrait-là me rappelle la ville, Riace, que je connais très bien, puisque ça a été une des villes là où j'ai été, et c'est une de mes premières actions quand j'ai été au gouvernement, dans le gouvernement de l'État. Mais la Calabre, c'est pas seulement ça, c'est aussi ma famille. Les premières années, quand je suis arrivée en Italie, il y a une famille de Rocella Ionica qui m'a accueillie comme étant leur fille. Et c'est fantastique. C'est cette image de l'Italie que j'aime bien conserver, puisque je sais que l'Italie n'est pas raciste, malgré tout ce que nous sommes en train de voir, que l'Italie, c'est un pays qui sait accueillir, mais malheureusement, il faudrait d'un côté essayer de renforcer cet aspect de l'Italie, mais aussi de communiquer pour donner du courage à toutes ces personnes. C'était la famille d'une étudiante, qui était une de vos amies, quand vous faisiez vos études de médecine. Cette famille s'est occupée de vous, c'est ça? Exactement. Et Rosa Maria, on a été très amis à l'université. On continue encore, nous sommes encore des amis jusqu'aujourd'hui. Et j'allais chez elle, même quand elle n'était pas là, puisqu'elle restait à l'université. Et contrairement, moi, j'avais tous mes examens, je faisais tout, je passais tout à temps. Et donc, elle restait à l'université, puisqu'on a étudié à Rome, à l'université catholique. Et moi, je rentrais chez elle en Calabre, et ses parents me considéraient comme... Dans sa famille. Ils vous considéraient comme votre fille. Exactement. Ça, c'était les années 80. Ça serait Oui. possible aujourd'hui? Vous imaginez que il y aurait un accueil du même ordre? Pas exactement. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des difficultés. Je crois d'un côté, c'est à cause aussi de tout ce que les gens écoutent, puisque vous savez, il y a beaucoup de crises aujourd'hui, la crise économique, il y a beaucoup de difficultés. Et donc, les gens ont peur de voir un futur, de voir les gens qui arrivent et ne pas savoir qui arrivent dans le pays, en Italie, de voir qu'ils ont des problèmes et tous les problèmes sont sur les dos des migrants. Alors, c'est un problème. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui font ça, puisqu'il y a quelques jours, j'ai été à Treviso pour rencontrer une famille. C'est un professeur, un philosophe. Il a 4 enfants. Il a décidé d'adopter il y a juste 2 semaines. J'ai été avec lui. Il a adopté 6 Africains. Ce sont tous des réfugiés. Ça fait 3 ans qu'il vit avec ces jeunes. Donc, il y a encore des gens comme ça. Mais ça serait plus compliqué. C'est compliqué. Alors, oui. Avant de poursuivre cet entretien, retour sur votre parcours avec Bastien Bory et Audrey Demar. On regarde. Au Palais du Quirinal, le 28 avril 2013, la politique italienne affiche un nouveau visage. C'est le vôtre, Cécile Kyenge. Première femme noire nommée ministre dans l'histoire du pays et dans ce gouvernement l'État où centre-gauche et centre-droit acceptent de cohabiter après 2 mois sans exécutif. Je jure d'être fidèle à la République. D'autres jurent de faire de la ministre de l'Intégration leur cible.
à commencer par vos adversaires populistes du parti Ligue du Nord, qui veulent l'arrêt de la mission de secours maritime Mare Nostrum, lancée par votre gouvernement après le naufrage de Lampedusa fin 2013. Cette seule année voit 42 000 migrants accoster en Italie. 30 ans plus tôt, en 1983, c'est vous, Cécile Cachetou-Kyenge, immigrée congolaise qui atterrissez à Rome. Bourse d'études en poche, mais pas italophone pour un sou, vous obtenez votre diplôme d'ophtalmologue. Seulement, la guerre en RD Congo, ex-Zaïre, vous empêche d'y retourner. On ne peut pas vivre dans une place et être avec l'esprit dans un autre pays. Alors j'ai complètement changé et je me suis rendu compte des difficultés qu'avaient les migrants. Et petit à petit, j'ai commencé à penser à la politique. Et vos premiers pas de femme politique, vous les faites dans des mandats locaux, sous la bannière du Parti démocrate italien. Mais dès votre entrée au gouvernement en 2013, votre couleur de peau et votre combat pour le droit du sol vous valent des propos racistes et xénophobes de la part de politiques haut placés. C'est le cas du vice-président du Sénat, dont le micro est resté ouvert après un meeting. Elle ferait une bonne ministre au Congo. Elle me fait penser à un orang-outan. Placée sous protection rapprochée, vous essayez de dépassionner ses réactions. Elle refuse, selon vous, de voir les migrants comme un atout économique potentiel pour cette Italie à la démographie vieillissante. Même son de cloche à Bruxelles, où vous êtes depuis 2014 une eurodéputée social-démocrate active sur les programmes d'immigration et d'asile. Il y a des fois, je me demande même de quoi on a peur. La peur pourrait être une des raisons de la crise de solidarité de l'Union européenne. Et les sociodémocrates, dépassés, en Italie à 2 semaines des élections générales, comme dans le reste de l'Europe, semblent être en bien mauvaise posture pour lui faire face. Cécile Kyenge, Sophie Malibaud de RFI et Christophe Ayat du Monde nous ont rejoints. Alors, on vient de le dire, dans 2 semaines, l'Italie a un rendez-vous électoral important, des élections générales pour renouveler 630 députés et 315 sénateurs. Mais par rapport à 2013, qu'est-ce qui a changé dans le paysage politique? À l'époque, la nouveauté, c'était l'arrivée et la montée en puissance du mouvement 5 étoiles qui avait recueilli 25% des voix. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Oui, à cette époque-là, mon parti politique était le premier parti d'Italie. Parti démocrate. Le Parti démocrate, oui. Donc, moi, je fais partie du Parti démocrate, dont le secrétaire s'appelle Matteo Renzi. Et c'était le premier parti d'Italie. Et c'était le début, on a commencé à se confronter au populisme, on a commencé à se confronter un peu à ce qui était des contestations de toute une population. Les gens voulaient un changement et ils voyaient dans les 5 étoiles le changement qui pouvait être possible. On a voté, donc les gens ont voté en masse pour les 5 étoiles qui sont arrivés au Parlement, qui sont arrivés au Sénat, mais ils n'ont jamais pris part au gouvernement. Oui. Alors tout ça, ça a contribué un peu à changer tout un climat. On a eu des difficultés puisque, oui, on a gagné les élections, mais on n'avait pas assez de pourcentage pour pouvoir former un gouvernement. C'est ainsi qu'après 2 mois de crise, nous sommes arrivés à une coalition. C'est le début de la grande coalition. Et de là à aujourd'hui, le Parti démocrate dont je fais partie n'est plus le premier parti du pays. Aujourd'hui, c'est le 5 étoiles plutôt. Et les choses changent. Cécile Kyenge, qu'est-ce qui s'est passé en Italie? C'était un des pays les plus pro-européens et on a l'impression que les Italiens ne croient plus en l'Europe, qu'il y a une défiance terrible par rapport à l'Europe. Oui, il y a un problème. Selon les derniers sondages, les Italiens ne croient plus tellement en l'Europe, mais je crois qu'il faut aussi voir comment a été présentée l'Europe, puisqu'il y a beaucoup de problèmes. Le premier qui est sur la liste de beaucoup d'Italiens, c'est le fait qu'il y a eu la crise économique, comme je disais au début, mais en même temps, il y a l'immigration qui est devenue une immigration de masse et le phénomène migratoire qui n'a pas été géré correctement au niveau de l'Europe. Et à travers certaines lois, certaines directives, comme par exemple le règlement de Dublin, qui impose aux pays frontaliers comme l'Italie, comme l'Espagne, le fait que tout le phénomène migratoire qui devrait être considéré comme une ressource, mais qui aujourd'hui est considéré comme un problème. Et tant qu'il sera considéré comme un problème et affronté comme un problème et communiqué ainsi à la population, donc ça cause des problèmes. Et les personnes croient que c'est à cause des migrants, à cause de l'Europe qui n'a pas su gérer. D'un côté, l'Europe n'a pas su gérer la crise économique, n'a pas su gérer aussi le phénomène migratoire et tout ça a un peu renforcé l'idée. Oui, exactement. Cécile Kyenge, pour revenir un petit peu sur cette échéance politique, pendant que votre parti était au pouvoir, il y a eu donc l'instauration de cette loi électorale qui est quand même
éminemment complexe, avec un mix de proportionnel et de scrutin uninominal. Ça a été fait pour contrer le 5 étoiles. Mais du coup, c'est un système électoral qui finalement oblige aux coalitions. Est-ce que votre parti ne s'est pas piégé lui-même avec ce système ? Là, c'est une bonne question, puisque en quelque sorte, je veux dire, c'est à partir de 2013 que l'Italie a commencé à se confronter au populisme. Donc, en quelque sorte, il n'y a pas seulement le Parti démocrate, mais il y a aussi la droite. En quelque sorte, le parti de Forza Italia, ensemble, on a dirigé pendant une certaine période, mais jusqu'à un certain moment, et puis le parti de Berlusconi est sorti. Donc, c'est tout le pays qui avait, disons, les partis politiques qui voulaient en quelque sorte lutter contre le populisme, et à travers cette loi qui freine en quelque sorte le populisme, mais qui piège aussi notre parti, puisque je suis sûre que le 5 mars, on va se confronter à une grande coalition. Jusqu'aujourd'hui, tout le monde nie cette éventualité, et les 5 étoiles, et mon parti, et la coalition de droite, personne ne veut parler de la grande coalition, puisque ça ne plaît pas aux électeurs, mais je crois que je peux le dire clairement. Matteo Renzi savait que le 5 étoiles ne voulait pas, était dans le refus d'une coalition. Oui, mais ils n'ont jamais voulu l'alliance, puisque la première fois, avant de former le gouvernement, l'État, on a commencé par essayer de former un gouvernement avec Bersani, qui était le secrétaire dans le temps du Parti démocrate. Les 5 étoiles n'ont pas voulu, donc ça a emmené à un échec jusqu'à arriver au gouvernement l'État. Ils n'ont jamais voulu une coalition. Oui, mais Madame Kyenge, aujourd'hui, le mouvement 5 étoiles se dit prêt à gouverner. Même celui qui le dirige, Luigi Di Maio, se dit prêt à être Premier ministre. Alors, donc, il ne parle plus d'alliance, mais peut-être, toujours pas d'alliance, mais peut-être de convergence. Est-ce que votre parti pour être dans cette grande coalition et soutenir l'arrivée comme chef de gouvernement de Luigi Di Maio ? Ça dépend, puisqu'il faut voir la convergence sur quel programme. Mais c'est pas exclu. Moi, je trouve que c'est pas exclu, dans le sens qu'il faut voir sur quel programme on pourrait avoir une convergence. Le problème, ça sera plutôt pour les 5 étoiles, puisque jusqu'à présent, les 5 étoiles, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils veulent gouverner seuls, et ils veulent diriger le pays seuls, et les autres doivent... Ils évoluent ces dernières semaines sur cette... Bon, j'espère pour eux, puisque le 5, ça sera vraiment compliqué pour tout le monde. Est-ce que vous considérez que c'est des gens fréquentables maintenant ? Quand on écoute Luigi Di Maio, il a donné une interview au Monde cette semaine, il dit qu'il est pro-européen. Il dit que l'affaire de Macerata est une honte. D'une certaine manière, on pourrait traiter avec lui sur la base de ses propos, en tout cas. Bon, il faut qu'il soit cohérent avec ce que son parti et son peuple est en train de dire, puisqu'il y a des fois, il quitte l'Italie et il dit des choses qui doivent plaire à la communauté internationale. Il rentre en Italie, il doit parler à son électorat, c'est-à-dire ses électeurs, et c'est un autre discours qui tienne. Et donc, je crois qu'il faut une certaine cohérence. Même sur les politiques des migrations, ils disent certaines choses. On a travaillé avec eux sur comment modifier, par exemple, certaines lois sur l'immigration, mais quand nous sommes arrivés à Strasbourg, à la plénière, ils ont voté contre. Donc moi, je crois qu'il faut être cohérent avec ce qu'on dit et ne pas dire seulement pour plaire à la communauté internationale. Et pour vous, les 5 étoiles, c'est un populisme de droite ou de gauche ? C'est des gens de droite ou de gauche ? Il faut comprendre si ils ont une idéologie, puisqu'il y a un peu de tout dans les 5 étoiles. Ils parlent à la gauche, ils parlent au centre, ils parlent à la droite. Et comme mouvement, c'est un peu compliqué de pouvoir dire ils sont à gauche ou à droite. Sur certains thèmes, ils sont de droite. Sur d'autres, ils s'approchent un peu de gauche. Donc, c'est un peu de tout. Ils essaient de parler à tous les électeurs, en quelque sorte. Et Cécile Kyenge, aujourd'hui, qui se soucie encore des programmes ? Qui parle programme en ce moment sur la scène politique italienne ? Est-ce que justement, encore une fois, ce système électoral n'a pas fait que personne ne peut afficher un programme, puisque après, il va falloir négocier absolument tous les éléments du programme ? Vous n'avez pas fait mon raison, mais mon parti a fait un programme sur les 100 points. Et tous les partis ont quand même un programme. Mais la scène politique qu'on voit aujourd'hui est tellement compliquée que je crois qu'ils sont tous en train de faire campagne sur les urgences, comme par exemple Macerata, l'immigration et d'autres thèmes, et on oublie complètement le programme politique. Alors justement, parlons de la droite maintenant. Il y a une coalition qui regroupe l'extrême droite avec la Ligue du Nord et Fratelli d'Italia. Et le centre-droit, Forza Italia de Berlusconi. Comment expliquer ce retour de Berlusconi, qui est toujours inéligible, et comment expliquer ce retour en politique et la façon dont il pèse sur la scène politique depuis 25 ans ?
Forza Italia, c'est le parti qui a été créé par Berlusconi. Il faut aussi préciser que même si cette coalition gagne, Berlusconi ne pourra jamais devenir le Premier ministre. Oui, parce qu'il est inéligible. Hein. Exactement. Et donc, c'est sa position économique. C'est aussi un parti qui est considéré un parti modéré, puisque en ce moment-ci, on a besoin des gens qui sont modérés. Mais pourquoi il séduit toujours autant? Économiquement, c'est lui qui pèse, hein, c'est son parti. Et aussi, pourquoi la gauche, à 2 reprises, la gauche l'a remis en selle? Lorsqu'il était au plus bas, la gauche est allée le chercher pour justement le travail sur la Constitution. Massimo D'Alema, à son époque, le communiste, est allé chercher Berlusconi et Renzi également l'a remis en selle finalement, lui a donné du crédit. Mais je crois que 2013 a beaucoup de choses à enseigner. Nous sommes arrivés en 2013 à la coalition. Il y a des partis qui étaient au Parlement. Et vous savez que l'Italie, c'est un système parlementaire. Il faut chercher des accords au niveau du Parlement avec tous les partis. Et c'était plus facile de pouvoir parler à un parti qui est modéré, même si c'est un parti de droite, plutôt. Et on devait arriver à une solution. Et je crois que être responsable, se responsabiliser sur certains thèmes et surtout sur la sortie de la crise d'un pays ne pouvait pas regarder uniquement le Parti démocrate, ça devait regarder tous les partis. Plutôt, ce sont les 5 étoiles qui n'ont pas... pas joué le jeu. Exactement. Mais Cécile Kyenge, qu'est-ce que vous pensez des alliés de Berlusconi? Il est dans une coalition de droite avec un parti néofasciste, Fratelli d'Italia, et un parti d'extrême droite, la Ligue du Nord. Est-ce que tout ça est cohérent? Est-ce que vous trouvez que... C'est qui la droite italienne? C'est Berlusconi ou bien c'est la Ligue du Nord qui fait carrément campagne sur des thèmes racistes? Moi, je crois que c'est Berlusconi qui est en difficulté, puisque le Forza Italia se considère comme un parti modéré, mais ses alliés sont en quelque sorte des extrémistes. Donc, on parle de la Ligue du Nord, dont je n'ai jamais affiché la sympathie pour beaucoup de motifs, pour le fait qu'ils ont toujours utilisé le racisme comme leur instrument politique, et surtout Fratelli d'Italia. Je crois que c'est plutôt Forza Italia qui est en difficulté, donc qui est en train de se faire dévier vers l'extrême droite au moment où on a besoin d'une force modérée. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Est-ce que le PD, le Parti démocrate, doit tendre la main à Berlusconi pour le sortir de cette coalition? En ce moment, ça ne fait pas le jeu pour notre électorat. Et dans le sens que notre parti politique, c'est un parti de centre-gauche. Ce n'est pas un parti de centre-droite, c'est-à-dire... Il ne voit pas cette alliance avec Berlusconi, non? Pas en ce moment, même si je suis sûre qu'après le 4, c'est-à-dire le 5 mars, on doit y retourner et on doit nécessairement chercher de toute façon à pouvoir parler avec Berlusconi, mais pas avec les Ligues du Nord, mais pas avec Fratelli d'Italia. Et je suis sûre qu'ils vont sortir si jamais il y aurait une coalition. Et ça sera difficile de pouvoir l'avoir avec les 2 autres partis dont on ne partage pas leur façon de faire la politique. Alors justement, très rapidement, parce que nous arrivons au terme de cette première partie, votre parti, la gauche italienne, le Parti démocrate, on vient d'en parler, elle perd du terrain élection après élection. Votre leader, Matteo Renzi, a repris le slogan « In cammino », en marche. Mais ce qui a marché en France peut-il fonctionner en Italie? Le Parti démocrate, c'est un parti traditionnel. Oui, et c'est difficile à pouvoir expliquer à notre parti politique qu'on doit faire le même parcours, d'autant plus que nous sommes un parti de centre-gauche, mais avec des valeurs de gauche, et on doit se battre sur ça. Et c'est compliqué qu'on puisse accepter qu'on fera le parcours de la France, mais de toute façon, je crois qu'on avait déjà commencé bien avant M. Macron, puisque le Parti démocrate, c'est quoi? Ça a été créé, c'est une fusion entre les démocrates de gauche, mais aussi avec la démocratie chrétienne. Donc on avait déjà inventé, on avait déjà créé un parti en quelque sorte qui s'éloignait de ceux qui pouvaient être seulement de gauche ou de droite. On a créé le Parti démocrate. C'est justement pour donner un signal de changement. Revenons quelques instants sur les difficultés que rencontre votre parti, le Parti démocrate, avec une question de Christophe. Qu'est-ce qui s'est passé avec Renzi quand il arrive au gouvernement, enfin comme Premier ministre? C'est la chose la plus excitante en Europe qu'on a vue depuis longtemps, en tout cas à gauche. Et puis d'un coup, on a l'impression qu'il suscite un rejet terrible. C'est comme si il était Macron en arrivant et puis il est devenu Emmanuel Valls à la fin. Oui, c'est... Enfin, je caricature un peu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il suscite un tel rejet?
Bon, moi, je crois qu'il s'est un peu trompé dans la façon de pouvoir faire la politique quand il était Premier ministre, mais il était aussi secrétaire de mon parti. Il est encore secrétaire de mon parti. Il fallait qu'il laisse un peu plus... Oui, c'est ce que je veux dire, puisqu'il fallait qu'il essaye de maintenir le dialogue avec le parti. Il fallait qu'il essaie de maintenir le dialogue aussi avec la base de notre parti. Or, on a l'impression que le gouvernement était en train d'imposer certaines lignes aussi à notre parti. C'est plutôt notre parti qui a son programme bien précis, qui devait et qui devrait normalement essayer... Vous voulez dire qu'il a été trop de droite? Non, pas trop de droite. Il a imposé beaucoup de choses et il a par exemple, il y a la loi sur la réforme sur la constitutionnelle. Là, ça a suscité vraiment une lutte très grande à l'intérieur de notre parti, puisque tout le monde était en train de dire qu'il fallait que sur certaines choses, on puisse consulter le parti. Or, le parti, c'était notre Premier ministre, c'était lui. Donc, tout en étant Premier ministre, il était aussi secrétaire. Je crois qu'il fallait plutôt, en quelque sorte, laisser la charge du parti à quelqu'un d'autre pour que le parti puisse s'exprimer aussi librement. Or, une bonne partie, c'est-à-dire la minorité à l'intérieur de notre parti, avait l'impression que tout était toujours focalisé sur lui et qu'il n'y avait pas d'autre espace pour pouvoir dialoguer en dehors de lui. Mais alors, votre parti, j'ai une autre question, c'est que il y a un ministre de l'Intérieur qui est assez populaire d'ailleurs, Marco Minniti, qui a mis en œuvre des accords avec la Libye notamment, pour arrêter le flot de migrants. Est-ce que c'est un homme de gauche ? Est-ce que c'est une politique de gauche? Est-ce que c'est, fidèle aux idéaux du Parti démocrate? Ce qu'a fait Minniti. Cette question est assez précise, dans le sens que ça suscite beaucoup de demandes aussi à l'intérieur de mon parti. Je commence en disant que je n'ai jamais été d'accord sur les accords avec la Libye, du fait qu'on n'a pas d'interlocuteur crédible. Et Marco Minniti, c'est le ministre de l'Intérieur, a fait des accords avec le représentant d'un gouvernement qui a été reconnu par les Nations Unies. Il a fait des accords avec les chefs de tribus en Libye, mais on s'est rendu compte après que dans tout ça, on n'a pas d'interlocuteur crédible et que... il y avait le fait qu'il y a le risque de pouvoir faire ces accords avec des trafiquants. C'est pourquoi je dis, oui, il fallait peut-être vérifier avant de faire ces accords. Et ce n'est pas nécessairement des choses sur lesquelles nous sommes en train de travailler en tant que gauche, puisque notre parti demande au fait que les migrants doivent être aussi protégés dans leur parcours de transit. Or, à travers ces accords, les migrants ont été bloqués en Libye et on sait ce qui s'est passé en Libye. Et on sait la suite, mais il n'y a pas seulement l'Italie, il faut dire. Des migrants sur place. Oui, la vente aux enchères. Oui, ce n'est pas directement lié à notre ministre, mais le fait que les frontières soient fermées, les migrants sont bloqués là-bas, il y a des responsabilités. Pas seulement au niveau de notre gouvernement, mais je crois au niveau de l'Europe aussi, puisque si on parle d'une solidarité qui devrait être partagée entre les différents États membres comme responsabilité, alors là, je peux dire que l'Italie s'est trouvée devant le fait accompli, dans le sens qu'à un certain moment, l'Italie est obligée comme pays de prendre des décisions pour gérer un phénomène et qui est contesté dans le pays, puisque tout le monde dit que c'est la faute aux migrants. Mais Cécile Kyenge, donc vous condamnez ces accords qui ont été établis entre l'Italie et la Libye? Je ne les ai jamais partagés, puisque je crois qu'il faut, à un certain moment, un peu plus de contrôle, puisqu'on n'a pas d'interlocuteur. Il n'y a pas de visibilité sur ce qui se passait dans le pays. Oui. Nous allons poursuivre cet entretien. Vous avez été ministre de l'Intégration sous le gouvernement d'Enrico Letta, et vous aviez entrepris la réforme du Code de la nationalité pour établir le droit du sol plutôt que le droit du sang. Cette réforme a été votée au Parlement, mais elle a été enterrée au Sénat en décembre dernier. Comment avez-vous vécu cet échec? Et qu'est-ce que ça dit de l'Italie aujourd'hui? Oui, c'est un échec, puisque le premier jour que je suis arrivée au gouvernement Letta, j'ai dit qu'il fallait faire la réforme de la citoyenneté.
tous les enfants qui naissent et grandissent en Italie doivent avoir la nationalité italienne. Mais il faut aussi qu'on travaille au niveau européen pour essayer d'avoir les mêmes règles, les mêmes lois au niveau de l'Europe pour qu'on n'ait pas des citoyens de classe A et de classe B. Et donc, qu'on essaie un peu de reconnaître à toutes ces personnes qui naissent et grandissent en Europe et la même possibilité. Et qu'est-ce que ça dit de l'Italie d'accès. d'aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça dit, cet échec Cet échec, ça veut dire ne pas avoir une vision de longue date, c'est-à-dire ne pas voir que dans quelques années, l'Europe sera confrontée à une nouvelle classe des personnes qui sont ici. Une nouvelle population qui sera composée des personnes avec une autre couleur de la peau. Et là où on devrait normalement reconnaître que ces personnes font partie de l'Italie, font partie de l'Europe. Justement, vous dites les nouveaux arrivants, finalement, sont nécessaires pour payer les impôts, pour financer les retraites. Et c'est pour ça que vous estimez qu'il faut vraiment les intégrer, etc. Est-ce que... comment vous observez l'évolution démographique de l'Italie avec cette courbe des naissances, cette décroissance de la natalité et en même temps un chômage pour les jeunes? Vous le savez bien, vous avez été ministre de l'intégration et de la jeunesse. Est-ce que c'est le bon moment pour tenir ce discours aujourd'hui aux Italiens? Exactement, c'est le bon moment pour tenir ce discours. Est-ce qu'ils peuvent l'entendre? Oui, c'est en ce moment-ci qu'il faut le dire, puisque si on met ensemble le chômage, on met ensemble et on met ça, on associe à l'immigration et nous sommes sur un mauvais chemin. Puisque je crois que la politique doit faire son travail, la politique doit essayer de faire des réformes dans le domaine du travail, la politique doit essayer de créer des postes de travail qui n'est pas un problème qui est directement lié aux migrants. Plutôt, si on considère l'immigration comme une ressource, et ça rejoint aussi la question du fait que la question de la citoyenneté, c'est pas une question qui regarde nécessairement le présent, c'est une question qui regarde aussi le futur, c'est le fait de commencer à voir dans quelques années le problème démographique en Europe. Et comment il sera réglé. Il y a des fois, il y a des périodes comme actuelles, c'est-à-dire il faut essayer en tant que politique, il faut essayer de mettre des politiques de comment gérer le phénomène migratoire et rendre ça une valeur ajoutée. Mais est-ce que les Italiens sont prêts à entendre ou accepter l'idée que l'Italie n'est plus un pays d'émigration? Pendant longtemps, on est parti aux États-Unis, en France, etc., mais un pays d'immigration. C'est ce que vous dites d'ailleurs. C'est comme si ce changement, on a l'impression que les Italiens, c'est ça qui coince en ce moment. Vous dites ça. C'est une question de mémoire. Hein. C'est une question aussi de pouvoir revoir un peu les livres dans l'école, puisque dans tout ce que je suis en train de dire, il n'y a pas seulement la loi comme telle, puisque vous savez, il y a des choses qui sont nécessairement administratives. Il y a aussi l'éducation, la partie culturelle. Or, l'éducation, la partie culturelle, ça concerne les écoles. Le fait de dire qu'il faut qu'il y ait une mémoire du fait que l'Italie a été un pays d'émigration, ça doit passer à travers les livres d'histoire. Mais comment vous gérez le problème de la peur identitaire ? Puisque cette Italie se sent fragile avec sa décroissance démographique, elle est mal en point économiquement. Comment est-ce que vous gérez ce discours en expliquant que les jeunes vont être remplacés par les migrants? Comment est-ce que vous gérez ça? Bon, les jeunes ne seront pas remplacés par les migrants, mais disons que la population va nécessairement obligatoirement changer pour le fait qu'il y a des jeunes, il y a des personnes qui arrivent, qui ont décidé de rester en Europe. L'immigration n'est plus un phénomène instable, mais n'est plus un phénomène temporaire, mais c'est plutôt un phénomène qui est stable. Donc, il faut des mesures institutionnelles, il faut des lois pour gérer tout ça. Et quand on n'a pas toutes ces lois, enfin, ça emmène à la précarité, le fait que les personnes n'arrivent plus à se sentir sûres du point de vue social, du point de vue de tous les domaines. Et ça emmène aussi le discours des populistes qui partent jusqu'au fait que la sécurité du pays n'est pas assurée. Mais c'est parce qu'on se retrouve... Justement, oui. Cécile Kiengué, il y a eu cette fusillade dans la ville de Macerata contre des Africains. Il y a eu 6 blessés, notamment par un jeune néofasciste italien. Pourquoi on est arrivé à une telle violence et qu'est-ce que ça dit? Où sont les responsabilités selon vous? Une grande partie, c'est une responsabilité politique.
puisque ce jeune faisait partie d'un parti politique. Et il faut le dire, il faisait partie de la Ligue du Nord. Il était même candidat aux élections communales, municipales de la ville de Macerata. Donc, il a en quelque sorte suivi donc c'est des partis qui relaient cette violence et la haine de l'étranger. Exactement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe à travers le racisme? C'est une tentative de pouvoir nier les droits de certaines personnes. Et l'instrumentalisation de l'immigration, ça emmène à ça. Ça nie les droits de certaines personnes. L'accès au marché du travail, l'accès au logement, et à travers le fait qu'il nie la citoyenneté à certaines personnes, en quelque sorte, on nie les droits à certaines personnes de pouvoir avoir les mêmes opportunités que les citoyens de ce pays ou de l'Europe. Et donc, on donne un permis de tuer ? Bon, ça arrive, ça, ce sont les conséquences qui arrivent jusqu'à des crimes comme ceux qu'on a pu observer à Macerata. Et c'est très grave, puisque si on travaille sur des politiques d'intégration, si on travaille sur la lutte, et moi je pourrais dire, si on travaille sur la lutte contre le racisme, qui doit être un impératif, on doit le mettre à l'école, on doit le mettre dans les tribunaux, on doit le mettre partout, et c'est une culture qu'une personne doit avoir. Est-ce que vous craignez que la violence se passe maintenant dans la rue? On a vu à Bologne, il y a eu donc une volonté de l'extrême gauche de manifester contre l'extrême droite. Ça a été très chaud dans la rue, très tendu. Est-ce que c'est une crainte que vous avez aujourd'hui, que ça devienne très violent? Oui, ça devient de plus en plus violent, mais je crois que les autorités doivent se saisir de ces thèmes, et surtout les partis politiques. Et c'est depuis 2013, je peux parler de mon cas personnel, c'est depuis 2013 que quand je sors pour pouvoir faire une conférence, un discours, je suis confrontée à ces mêmes manifestations, à ces mêmes racistes, à ces mêmes mouvements, puisque à Macerata, c'est la seule ville d'Italie, là où je suis au tribunal, avec un mouvement politique qui est Forza Nuova. Donc pour moi, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a été sous-estimé. Aujourd'hui, je crois que les autorités doivent se saisir de ça et surtout condamner et ne pas accepter des personnes ou des leaders politiques ou des personnes dans des institutions qui sont qui ont été attaquées. Oui. Revenons, si vous voulez bien. Cette question. Est-ce qu'il faut interdire certains partis parce qu'ils passent la mesure? C'est le cas de pouvoir le dire, puisque si à un certain moment, il y a la liberté d'expression, ça a des limites quand même. Et si on doit commencer à travailler sur des politiques, je crois que je ne peux pas accepter dans les institutions quelqu'un qui doit faire des lois avec un fond raciste. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Puisque c'est ça qu'il faut refuser. Et même la Constitution ne le permet pas. Mais Cécile Kyenge, vous parliez de votre cas personnel. Hein. Depuis que vous êtes apparue dans la vie publique, que vous avez été ministre, vous étiez la première femme noire, on l'a rappelé, dans un gouvernement en Italie. Vous avez été menacée de mort, vous avez été menacée de viol, vous avez subi des injures racistes. Vous vivez aujourd'hui, quand vous êtes en Italie, sous protection. Vous avez dit que vous ne vouliez pas porter plainte à titre personnel. À chaque fois, ce sont des associations qui portent plainte et vous payez de votre poche. Depuis 2013. Depuis 2013, des avocats. Vous vous sentez très seule dans ce combat contre le racisme aujourd'hui en Italie? Oui, pendant longtemps, je me suis sentie vraiment seule. C'est le motif pour lequel, à la fin, quand j'ai quitté le gouvernement, j'ai saisi tous les cas partout dans le parquet. En 2014, il y a tout juste... Oui, exactement, depuis 2014. Donc, j'ai pris un avocat personnel et je lui ai dit, écoute, on doit essayer de sélectionner. On prend tous les cas des personnes qui ont une charge à l'intérieur des institutions ou bien des leaders politiques. Alors, à partir de là, et je peux vous dire, j'ai une vingtaine de cas que je suis en train de suivre en tant que partie civile. Et je ne dénonce pas, puisque je sais que... Des injures racistes qui ont été portées contre vous. Exactement. Des menaces de... Et je n'ai jamais dénoncé, puisque ça doit être une responsabilité des institutions, ça doit être une prise de conscience de toute une communauté, de tout un pays. Et c'est à travers ça que je veux faire comprendre que c'est pas contre Cécile Kyenge, mais c'est contre les principes qui sont contenus dans notre Constitution, c'est contre même certains principes contenus dans certaines chartes internationales. Et donc, c'est pas une question personnelle. Mais après Macerata, ce qu'on a entendu, c'est surtout le président de la Ligue du Nord qui dit c'est la faute de l'État, c'est la faute de la politique de gauche, c'est la faute de la politique migratoire menée par le gouvernement du PD.
on a très peu entendu le Premier ministre Gentiloni, on a très peu entendu les institutions. On a l'impression que c'est ceux qui attaquent qu'on entend et pas du tout ceux qui défendent l'état de droit. Comment vous expliquez ça? Vous le regrettez? Bon, oui et non, puisque vous savez maintenant, en Italie, c'est la campagne électorale. Le problème de l'Italie, mais il y a aussi beaucoup d'autres États membres, c'est le fait que nous sommes toujours en campagne électorale. Et en campagne électorale, il y a des thèmes que certains partis évitent de pouvoir emmener pour ne pas être instrumentalisés. Mais je ne suis pas d'accord puisque, même quand il y a eu des tirs à Macerata, moi je suis descendue dans la rue contre mon parti politique, puisque je trouve que ce sont des thèmes en tant que progressiste que je ne peux pas enlever même en campagne électorale, que je dois emmener de la lutte contre le racisme, doit être la priorité dans mon parti politique, dans les partis de gauche et les progressistes. Et si Salvini aujourd'hui est en train de dire que c'est la faute du gouvernement, eh bien moi je pourrais dire que c'est la faute de la droite. C'est la faute de beaucoup de partis de droite, d'autant plus que la loi qu'on a aujourd'hui sur l'immigration, c'est une loi qui a été faite par un parti, par une coalition de droite. Elle s'appelle Bossi-Fini. Bossi, c'est de la Ligue du Nord. Fini, c'était le parti de Berlusconi. Eh bien, on a cette loi qui crée beaucoup de personnes et qui emmène beaucoup de personnes dans la clandestinité aujourd'hui et pas aller dans le sens de pouvoir avoir une politique d'inclusion. Donc, vous voyez que ce qu'on a aujourd'hui, c'est une conséquence d'une instrumentalisation de l'immigration plutôt que de pouvoir expliquer exactement qu'est-ce qui se passe. Et ce n'est pas de la faute de la gauche, mais c'est plutôt d'une politique qui est là depuis longtemps, mais qui a été faite par la droite. Selon vous, quel serait le signal qui pourrait montrer que la situation a évolué sur ces questions-là, par rapport aux migrants, par rapport au racisme? Bon, par rapport au racisme, premièrement, le fait que je puisse encore me promener en Italie avec du garde du corps, vous comprenez que ce n'est pas à cause de la couleur de ma peau et c'est inacceptable. Alors, le jour où une personne ne pourrait pas avoir sa propre sécurité, des gardes du corps pour se défendre de sa propre couleur de sa peau, je dirais qu'une société commence à changer. D'un autre côté, il faudrait aussi voir les changements au niveau de l'État. Par exemple, la loi sur la citoyenneté, c'est une loi qui pénalise beaucoup de personnes. Alors, le jour où on va comprendre que ce n'est pas à cause de toutes ces lois qui excluent et que le pays peut être considéré un pays qui, disons, qui n'a pas peur, c'est vraiment triste. Il faut qu'on commence à changer un peu la politique. Oui. Parmi vos engagements, vous êtes beaucoup en Afrique. Vous étiez il y a quelques jours à Dakar. Est-ce que vous estimez aussi que pour gérer ce problème de migration, l'une des politiques à mener, c'est la politique vis-à-vis des pays d'Afrique? Est-ce que c'est important pour vous? Oui, c'est très important. Il y a une année et demie, plus ou moins, on a voté au Parlement avec une très large majorité et une résolution qui est la base de tout ce que nous sommes en train de changer. C'était l'approche holistique sur la gestion de l'immigration et de l'asile. Là où j'ai parlé des solutions de court, moyen et long terme. Vous voulez parler du Parlement européen? Du Parlement européen, oui. Exactement. C'est le Parlement européen. Vous étiez pour les Européens, pour le Parlement européen? Oui, puisque c'est moi qui ai écrit cette résolution. Alors, sur le court et le moyen terme, bon, c'est au niveau de l'Europe, nous sommes déjà en train de faire beaucoup de choses. Je rentre sur l'Afrique pour dire que, sur le long terme, c'est important de pouvoir renforcer le partenariat, surtout avec l'Afrique, puisque l'Afrique et l'Europe ont un même avenir. Je crois que c'est très important de travailler sur ça. On ne peut pas effacer le passé, ce qui a été, mais on peut de toute façon travailler sur le futur. On doit renforcer ça, travailler sur les causes profondes, c'est-à-dire réduire les inégalités. Si on parle des causes profondes, on voit le changement climatique, on voit le terrorisme, on voit la pauvreté. Il y a beaucoup de choses, mais il y a un seul dénominateur. C'est les inégalités qui sont trop grandes. Donc l'Europe doit travailler avec l'Afrique pour réduire ces inégalités et créer des postes de travail, surtout pour les jeunes. Mais vous disiez tout à l'heure, les Européens ne partagent pas le fardeau, tout est retombé sur la tête de l'Italie, la Grèce, éventuellement l'Espagne. Oui. Le Parlement européen, il fait quoi sur le règlement de Dublin? Pourquoi ça bloque? Pourquoi ça n'avance pas? Tout le monde dit qu'il faut réformer Dublin, mais en fait, personne ne le fait. Est-ce qu'il y a un double discours de dirigeants comme Emmanuel Macron, qui est très généreux comme ça en parole, mais en fait assez dur dans les faits? Au fait, c'est à partir de l'année passée que nous sommes en train de travailler sur comment modifier le règlement de Dublin.
et modifier le règlement de Dublin, c'est-à-dire enlever ces critères qui disaient que si une personne arrive en Italie, au fait, il arrive en Italie et pas en Europe. Ce qui fait que les personnes sont bloquées en Italie ou sont bloquées en Grèce ou en Espagne. Ou quand on la retrouve en France, on la renvoie en Italie. On a modifié. Le Parlement européen a été très ambitieux et très courageux, puisque, moi je parle même de courage, puisqu'il y a certains thèmes, pouvoir modifier certaines choses, et c'est la lutte complètement. Et alors on a modifié ce règlement, et aujourd'hui, on attend le Conseil. C'est plutôt au niveau du Conseil. Ce sont les États membres qui manifestent leur égoïsme à propos de ça, de ce changement. Alors, Cécile Kienge, pour poursuivre cet entretien, vous êtes née en RDC, en République démocratique du Congo. Vous y avez vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. C'est un pays qui connaît toujours la violence dans le Kivu, le Kasaï. Je vous propose cet extrait d'un petit documentaire. Il a été réalisé l'an dernier. À l'origine, une pièce de théâtre. Elle met en scène un jury international en RDC à partir de faits réels. Dans les 20 dernières années, 6 millions de citoyens congolais sont morts dans une guerre civile. Aucune enquête n'a jamais eu lieu. Les atrocités se sont répétées encore et encore. Pourquoi n'y a-t-il pas une cour internationale ici? Tout le monde s'en fiche? Pour la première fois, toutes les voix ont été entendues dans un tribunal mis en scène dans une pièce de théâtre. Quand la politique échoue, il n'y a que l'art qui peut aider. Je n'ai plus aucun enfant. Tous mes enfants ont été tués. Mesdames et messieurs, levez-vous, le tribunal là. Ce qui se passe autour de moi n'est pas acceptable. Pour qui me prend-on pour accepter ça? Pour qui nous prend-on pour accepter ça? Alors, la justice internationale n'est jamais passée en RDC. Vous demandez le départ, vous, du président Kabila. Il y a des élections qui sont fixées en décembre prochain. Vous pensez qu'elles auront lieu, ces élections? Bon, moi, je ne suis pas de cet avis. Je crois que c'est une mascarade là, que le président Kabila et son gouvernement sont en train de mettre en place. Puisque aujourd'hui, il faudrait qu'on arrive en 2000, à la fin, au mois de décembre, avec un calendrier bien précis. Le calendrier a été présenté. Ça fait des années, depuis 2016... Depuis 2 ans. Oui, depuis 2016, la RDC est en train de dire qu'ils ne pouvaient pas organiser les élections puisqu'ils n'avaient pas d'argent. Du coup, ils sont en train de dire qu'ils sont capables de se prendre en charge. Et toutes ces difficultés ont été à la base de pouvoir arriver à un compromis. Les accords de la Saint-Sylvestre n'ont pas été en quelque sorte observés. Puisque le problème en RDC aujourd'hui, le fait que les gens descendent dans la rue, c'est le fait que M. Kabila est au pouvoir, a été maintenu au pouvoir grâce à ces accords. Cécile Kienge, Oui. est-ce que vous diriez, comme les Belges le suggèrent, que par exemple les Français, Emmanuel Macron, est trop complaisant à l'égard du président Kabila? Est-ce que vous pensez, pour, disent-ils, sauvegarder les intérêts de la France en RDC? Est-ce que vous iriez jusque-là? Non, je crois que c'est trop, puisque avec plus de 6 millions de morts, à un certain moment, il faut bien le reconnaître, qu'il n'y a pas des morts qui sont plus importants que les autres. 6 millions de morts, plus de 6 millions de morts en RDC, demandent un peu plus de courage. Un peu plus de courage, et le président Kabila, son gouvernement, devrait quitter, et au-delà des intérêts. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. L'Union européenne devrait sanctionner directement le président Joseph Kabila, et pas seulement son entourage, comme il l'a fait jusqu'à présent. Il faudrait y arriver. Et moi, je travaille sur ça et je sais que c'est très important de pouvoir arriver aux responsables de tout ce qu'il y a. Puisqu'en tant que président de la République... Le responsable, c'est lui. Le responsable, c'est le président de la République. Donc, si un pays me parle de comment préserver ses intérêts économiques, je crois qu'il y a moyen de pouvoir dire à ce pays, de pouvoir arriver à ce pays et dire que les intérêts économiques ne peuvent pas être, au premier plan et par rapport à la vie humaine, à la vie des personnes. Mogherini, qui est la chef de la diplomatie de l'Union européenne. J'en parle, et d'ailleurs avec Federica, on a fait un parcours ensemble et en Italie, on a été tous deux dans un même parti politique, on en parle, et je crois que c'est très important de pouvoir dire, aujourd'hui, la vie des Congolais doit être préservée, et surtout, les ressources de la République démocratique du Congo doivent rentrer et bénéficier à ses propres, à ses habitants. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui, il faut le condamner. Nous arrivons au terme de cet entretien. Merci Cécile Kienge d'avoir accepté cette invitation et d'avoir répondu aux questions de Christophe et de Sophie. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine.